Bonjour, je m'appelle David Bernard. Parfois, je fais un peu d'open source, le soir, comme certains d'entre vous, le week-end aussi. Mais depuis 2 ans, je gagne ma vie en travaillant sur une plateforme ouverte d'IoT qui s'appelle Samsung Arctic Cloud. Dans cette plateforme, je fais partie de l'équipe back-end d'Arctic Cloud. On utilise plein de technos à la mode, continuous delivery, tout ça, du Scala, du Haskell, Cassandra. Des trucs un peu moins hype. D'ailleurs, l'équipe recrute si ça vous intéresse. Mais même si vous n'utilisez pas toutes ces technos, les feature flags peuvent vous être utiles. Alors, les feature flags, c'est une version runtime des macros compile time. Donc en C, on faisait du if define. En Rust, on peut faire du feature. Et dans nos codes runtime, ça ressemble plus à quelque chose comme ça. Alors le premier exemple, c'est la version simple. On a un service qui gère les features. On lui dit est-ce que la feature X est active ou pas. Si oui, je fais le code, sinon je ne le fais pas. Ce service peut avoir une API un petit peu plus complexe, avec une valeur par défaut et un contexte, si on veut que la feature soit contextualisée. Alors, pour vous présenter un petit peu l'intérêt des feature flags, j'ai préparé une petite anime. Si j'arrive à basculer dessus. Hop. Non. On va le faire par en haut. Ah. Ah, switch. Ah, je ne vais pas y arriver. Si. Next tab. Voilà. Donc, j'ai simplifié notre environnement de développement. Le desktop, c'est le desktop du développeur. J'ai représenté qu'un seul environnement, une seule stack finale qui est la prod. Donc vous reconnaissez le symbole de la base, votre microservice ou votre service. Il a un carré, il peut avoir ses propres données. Puis vous avez développé cette petite feature, cette petite verrue rouge. Elle est plus ou moins complète. Peut-être pas complètement, mais bon, de temps en temps, vous le pushez sur le repo. Hop. Trop vite. Et puis comme les autres développeurs bossent, eux aussi la récupèrent. Alors comme elle est derrière un feature flag, derrière ce if, elle n'est pas active. C'est pour ça qu'elle est grise. Donc c'est sympa parce que, a priori, ça ne va pas gêner les autres développeurs. Et puis, on est moderne, on fait du continuous delivery, intégration continue. Donc derrière, on a un process qui nous crée une image ou un exe ou tout ça. Ça va dans notre repo d'exécutable, le cas de Docker, chez nous. Et puis on fait le déploiement. Mais dans le cas du déploiement, pouf, on va faire du rolling deployment, donc toutes nos instances, on ne les arrête pas en même temps. Donc on va en arrêter une, on va remplacer par la nouvelle version du code, celle avec la verrue. S'il n'y avait pas ce feature flag, ce serait rouge, et donc en prod, vous auriez deux versions pour une... Bon, là, on a deux versions de code qui sont différentes, mais théoriquement, elles font la même chose, puisque vous avez fait vos branches. S'il n'y avait pas ce if, vous auriez un peu de mismatch le temps que tout le déploiement se fasse. Donc hop, on remplace toutes nos instances. Et voilà. Et là, quand c'est fait, l'équipe produit ou vous avez plusieurs commits qui ont été déployés, etc., sont contents, vous disent OK, c'est bon. Là, c'est la date, on active. On appuie sur le gros bouton, et là, pouf, d'un coup, tous nos services basculent avec la nouvelle feature activée. Donc, à la fin, là, on est content. Donc, oui, les feature flags peuvent être utiles. Elles aident à découpler le déploiement de l'activation des features. C'est leur fonction principale. Elles aident à découpler dans la mesure où vous avez déjà tout déployé. Si vous n'avez pas déployé vos features, ça ne va pas les activer par défaut. Donc ça permet de synchroniser les changements entre plusieurs instances, mais aussi entre plusieurs services. Parce que vos features, on est en microservices, on sait très bien que c'est rare d'avoir certaines features qui ne
plus le service est micro, plus certaines features vont taper dans plusieurs services. Donc il faut savoir le gérer, ça aussi. Donc oui, mais il faut mettre en place une infrastructure ou des process pour pouvoir gérer ces feature flags, parce que c'est un petit peu plus compliqué que de lire une conf au démarrage. C'est plus proche de la reconfiguration à chaud. Alors si vous avez déjà des systèmes de reconfiguration à chaud, ça peut s'inscrire complètement dedans. Et puis avec cette flexibilité, ça introduit beaucoup de if, de branches et de combinaisons potentielles à tester. Et c'est là un des plus gros problèmes. Parce que vous avez tous ces codes-là, vous êtes plusieurs développeurs, plusieurs qui font des branches, etc. Donc à tester, ça peut devenir un vrai calvaire. Et aussi pour vos tests unitaires. Parce que vos tests doivent tester les cas où vous avez avec le feature flag actif ou pas actif. Et puis, les feature flags, c'est des if, ça marche pour le code, ça ne marche pas pour les structures de données. Donc vous devez aussi être capable de gérer éventuellement plusieurs structures de données si votre feature flag sert à gérer une migration d'un format de données à un autre. Donc tout ça, c'est du travail en plus pour les devs, pour les testeurs. Pas pour l'équipe produit qui pense que c'est magique. En parlant de code, voici quelques-uns des petits trucs. Alors, évitez les statiques et les annotations. Vous verrez plusieurs frameworks qui vous disent « Ah, avec l'annotation, machin, c'est super ». Le problème de ça, comme des statiques et comme de plein d'autres choses, c'est que c'est très emmerdant à tester. Parce que, à moins de ne tester qu'une seule feature, c'est rare de changer via un service les petits trucs. Donc préférez des solutions mockables. Alors je sais qu'on peut moquer du statique, mais c'est toujours un peu chiant. Ou injectables. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, dans l'exemple de code, je vais parler d'un service feature et non d'une méthode statique, comme vous verrez dans certaines librairies. Donc soit injecter le service, soit des fonctions. Ça peut être moderne, soit ne faites limiter l'utilisation des features as à votre système de démarrage, qui va injecter pour chacun de vos services une petite fonction dédiée qui permettra de faire le switch on-off à la volée. Alors, toutes ces branches, ça a tendance à polluer le code. Mais surtout, beaucoup de ces feature flags sont des one-shot, c'est-à-dire qu'ils servent à activer une feature et ils n'ont pas été pensés ou prévus pour faire du soft rollback, c'est-à-dire désactiver la feature s'il y a un problème. Donc, il faut penser à régulièrement supprimer tous ces codes parce que vous vous retrouvez avec beaucoup de codes morts que vos IDE ou vos outils avancés ne peuvent pas détecter puisque le choix de la branche est dynamique. Donc, à titre d'exemple, quand vous avez fini les travaux de rénovation de votre maison, vous ne laissez pas les échafaudages. Hein, on enlève tout ça. Les feature flags, c'est de l'échafaudage. Certains vont vous servir à simplifier. Donc encore du travail, et il est souvent oublié dans le calcul des coûts. Alors pardon, parce que en fait, je pensais parler plus de choses, mais comme c'est un quickie, ça va l'être un petit peu plus vite, donc je vais ignorer certains aspects, comme l'activation ciblée qui sert à faire de l'A/B testing, du déploiement par étapes, ce qui amènera à parler aussi de la propagation de contexte, et ça ne tient pas dans un quickie. Pardon aussi, parce que je ne vais pas détailler la gestion de dépendance entre les feature flags. Si vos feature flags servent à faire des migrations en plusieurs étapes, vous pouvez avoir des dépendances. Tous vos feature flags ne sont pas... je les allume, je les tourne comme je veux. Donc, il faut penser à faire ça. Et au démarrage, c'est souvent du protocole manuel, donc bien le documenter. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez faire vos recherches sur le moteur de recherche qui vous plaît, sur YouTube, sur SlashShare, sur Google. Alors les mots-clés, c'est feature flag et feature toggle, qui sont les deux plus utilisés. D'ailleurs, demain, il y a un autre quickie sur le sujet qui s'appelle « Tuez vos branches, faites des feature toggle » par Morgane Leroy. Et vos recherches, elles vous donneront accès souvent à un célèbre article du non moins célèbre Martin Fowler, qui vous fera une analyse assez longue des différentes familles de feature flag, etc. Et puis, souvent, vous trouverez aussi ce site-là. Alors, c'est un site qui est sponsorisé par un éditeur qui édite un produit de gestion des feature flags, mais qui a des articles sur tout un tas de choses et qui link aussi des librairies.
Je vous ai aussi mis le nom d'un service open source pour gérer vos feature flags, qui s'appelle Gargoyles, qui avait été créé à l'origine par Disqus. Il ne le supporte plus. Puis vous pouvez vous faire maison. Donc soit vous avez vos propres bases de données, soit vous pouvez vous appuyer sur des bases de données. L'important, c'est que vous ayez un système de notification et de push. C'est-à-dire que quand vous modifiez les datas, il faut pusher vers vos services. Et chacun de vos services, il faut qu'ils aient un cache. Parce que les feature flags peuvent être appelés énormément de fois, donc il ne faut pas faire des appels serveurs à chaque fois pour dire hey, est-ce que la feature est bonne ou pas? Est-ce que je dois le faire ou pas? Donc pensez à ça, si vous voulez le faire. Il faudra aussi vous mettre d'accord sur des conventions de nommage avec le sujet, le service concerné, est-ce que c'est un ensemble de services ou ce genre de choses. Des métadatas, parce que ça peut être plus qu'un juste un booléen, donc le scope, l'audience dont j'ai parlé. Et puis votre édition, elle doit être simple et traçable, parce que c'est l'équivalent d'un changement de prod quand vous activez ces feature flags. Donc soit des tickets, soit ça peut passer par des repos Git, hein, après tout. Voilà. Donc merci, c'est la fin. Merci aux spectateurs, merci à ceux qui sont dans la salle.